Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia, et aujourd'hui un peu différent de d'habitude puisqu'en général, suite à un tournoi, je vous présente en ayant les résultats en tête, mon résultat, et là cette fois-ci, pour la première fois, eh bien, je vais vous présenter le deck que j'ai joué, pardon, au moment où vous voyez cette vidéo, puisque le tournoi a eu lieu ce week-end pour vous. Là je suis en train d'enregistrer un peu avant le tournoi, parce que je profite du temps que j'ai pour préparer des vidéos, et j'ai pas la disponibilité sur la suite juste après le tournoi, donc là où j'aime bien vous faire la vidéo à chaud le lundi suite au tournoi, là ça sera pas possible, et donc du coup je voulais quand même vous préparer une petite vidéo, et je vous mettrai les résultats en commentaire avec la decklist, vous avez l'habitude, mais avant de commencer et d'expliquer le raisonnement avec ce deck, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Donc un petit deck bien sympathique, pas très méta évidemment, parce que Gardevoir n'est pas joué dans la méta actuellement. Je vous renvoie à la vidéo des Worlds où on a vu que Gardevoir était assez loin en usage. Alors je dis loin, hein, c'était quand même dans le top 5 des decks les plus joués, mais c'est vrai que ça reste encore un deck un peu sous-estimé, un peu... euh, peu utilisé, peu joué par beaucoup de joueurs, peut-être parce que eh bien c'est un deck qui reste encore une fois assez difficile à manipuler, assez difficile à piloter, mais c'est vrai qu'une fois qu'on arrive à comprendre et qu'on arrive à savoir ce qu'on fait avec, eh bien ça rend les games très très intéressantes, et surtout eh bien ça rend vraiment les parties intéressantes. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un deck qui a beaucoup de possibilités, c'est un deck qui a quand même beaucoup de facettes, et qui permet eh bien d'exploiter quand eh bien on arrive à ce niveau-là, eh bien d'exploiter plein de possibilités, plein de capacités à renverser la situation, parce que souvent au cours d'une partie, eh bien les choses ne se passent pas toujours comme on le pense et comme on l'espère, et c'est vrai que c'est un deck qui permet de faire des beaux revirements de situation. Ça m'est déjà arrivé beaucoup, puisque ça fait un bon petit moment que j'en m'entraîne avec ce deck. J'ai bloqué les 60 cartes il y a une bonne semaine. Pourquoi? Parce que ben faut pas trop tarder quand vous avez un gros tournoi. Là, on est sur un tournoi où il y aurait un peu plus de 70 joueurs. Donc forcément, c'est pas un tournoi, c'est pas une ligue avec laquelle eh bien on va sortir un deck classique, puisque on sait qu'on va jouer en BO1, donc le fait d'avoir un deck compétitif est intéressant, mais vous êtes très dépendant de la chance. Là où, comme c'est un tournoi en BO3, eh bien on sait qu'un deck avec une bonne consistance, c'est-à-dire un deck avec lequel on a beaucoup de possibilités, avec lequel on peut faire beaucoup de choses, et on a la possibilité de renverser les situations, eh bien c'est un deck très très fort dans un format BO3, un format qui n'est pas un format habituel si vous jouez surtout dans vos ligues, ce qui est pas mauvais, hein, ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que le format BO3, qui est le format officiel, c'est pas le plus populaire quand vous avez... Comme moi, hein, je suis pas un gros joueur non plus, je commence à peine, donc forcément j'ai pas fait beaucoup de tournois au format BO3, c'est seulement mon deuxième. Mais quand vous faites un tournoi au format BO3, eh bien les decks avec une grosse consistance, c'est-à-dire les decks qui sont capables, quand la chance s'équilibre, puisqu'évidemment avec une seule partie, vous êtes très dépendant des cartes que vous allez mettre en récompense, vous êtes très dépendant de votre première main, vous êtes très dépendant de ce que va jouer votre adversaire, là où sur un format où vous avez 3 matchs pour équilibrer à la fois que ce soit la chance, mais aussi eh bien le match-up face à votre adversaire, eh bien je trouve que le deck Gardevoir prend toute sa valeur, c'est-à-dire que c'est un deck qui devient très très fort en BO3, là où en BO1, eh bien ça nous arrive de briques. Ça va être par exemple les Kirlia qui sont prized, vous commencez avec les Kirlia pardon, et vous voulez utiliser la capsule évolution, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être les gardevoirs qui sont aussi dans les récompenses, ça m'est déjà arrivé aussi. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de situations où en BO1, eh bien vous allez être bloqué au niveau de votre stratégie. Alors c'est le cas avec énormément de decks, évidemment c'est pas que le cas pour Gardevoir, mais je trouve que avec ces constructions très difficiles, avec beaucoup de paramètres à en prendre en compte, évidemment c'est très compliqué. Alors évidemment, si je jouais en BO1, le deck serait construit autrement. Pour plus de consistance, on peut par exemple passer à 3 gardevoirs, 2 super bonbons et ainsi de suite, donc il y a
plein de façons de faire en sorte que le deck soit entre guillemets plus viable si on est en format BO1, mais en format BO3, ce que j'ai cherché, et je vais vous expliquer juste après, eh bien c'est une consistance au niveau des tout premiers tours, surtout quand on va jouer deuxième, puisqu'on va vouloir commencer en deuxième, eh bien l'objectif ça va être d'avoir le plus rapidement Gardevoir. Vous savez que Gardevoir est au cœur de la stratégie avec son talent, puisqu'on a la capacité d'aller chercher des énergies psy dans la défausse, et c'est l'élément fondamental de notre stratégie, puisqu'on va jouer Fortusimia pour déplacer les marqueurs de dégâts qui vont être infligés aux Pokémon qui recevront les énergies psy qui seront dans la défausse. Eh bien, qu'est-ce qui va être la clé de voûte? Ça va être la capsule évolution, et c'est pour ça que vous voyez que j'en joue 2. On a déjà vu par le passé des decks qui en jouaient 3, ça s'est joué, ça a gagné des tournois même, ça allait très loin dans des tournois, donc c'est aussi une possibilité, mais on va le voir qu'il y a quand même plusieurs outils qui sont nécessaires dans ce deck, donc on peut pas forcément se permettre de tout non plus miser sur la capsule évolution, mais je n'en doute pas que 3 capsules évolution, ça me garantit quasiment, on va dire, à 80-70% de l'avoir en commençant deuxième. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si on commence deuxième, on a au minimum la possibilité de tomber sur une recherche professorale ou machine. Et machine ou recherche professorale nous garantit d'avoir 6 voire 7 cartes de plus. Et vous le savez, Pokémon c'est un jeu de probabilité, et plus vous voyez de cartes rapidement en début de partie, plus vous avez les chances de tomber sur les cartes que vous voulez. Évidemment c'est à double tranchant comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque si sur votre main d'ouverture vous n'avez pas la capsule évolution et vous n'avez pas les Kirlia, en faisant machine et recherche, c'est tout à fait possible que vous vous retrouviez avec la capsule mais aussi les Kirlia, et ce qui est aussi possible mais moins probable, c'est que vous ne trouviez pas un moyen d'avoir une énergie, puisqu'il faut une énergie pour utiliser la capsule évolution. Donc ça va être ça le raisonnement du deck sur les premiers tours, et de manière générale, eh bien, en termes de statistiques, je tourne, on va dire, à 60, j'ai fait des stats sur un peu plus de 100 parties, quand je commence en deuxième, eh bien, on va dire qu'entre 50 et 60% du temps, j'ai au minimum un Kirlia au moment d'attaquer le tour 2, si je commence en deuxième, donc c'est pas le départ idéal, évidemment, parce que le départ idéal, ça serait d'avoir les deux Kirlia, Gardevoir en main, et notre adversaire qui ne change pas à notre main, et là, vous êtes très bien, vous êtes très bien avancé pour la partie. Mais on va dire que un début correct, c'est d'avoir au minimum un Kirlia si vous commencez en deuxième, et ensuite, eh bien, par la suite, on a quand même plein d'outils pour aller chercher le Gardevoir, que ce soit les Ultra Balls, on l'a vu tout à l'heure, les machines, les recherches professorales, on a aussi quelques Pepper, puisque Pepper va nous assurer, si on le trouve en début de partie, eh bien, d'aller chercher la capsule et au minimum une énergie, ou alors des Tarsal en plus, que ça soit avec Quencia, si jamais on utilise la boîte à secret rapidement en début de partie. J'ai même mis un Peaufin, c'était un choix un peu difficile, parce qu'au début, je l'avais pas inclus. Je m'étais dit, bon, on va quand même compter sur les Faible Balls. Au début, j'étais parti sur 4 Faible Balls, mais c'est vrai qu'en ayant testé, eh bien, assez souvent en début de partie, on va tomber sur Pepper, même s'il y en a que 2, ça arrive assez régulièrement, et on va pouvoir utiliser le Peaufin en début de partie, comme ça c'est fait, et on s'assure d'avoir les 2 Tarsal. Il faut faire attention en début de partie au choix du Pokémon que vous mettez sur le poste actif. Si vous ouvrez avec que des Tarsal, ce qui peut arriver, eh bien à ce moment-là, c'est un risque à prendre, mais on peut essayer de faire en sorte d'avoir 2 Tarsal plus celui qui est sur le poste actif. Ça m'est déjà arrivé. Après, si le Tarsal sur le poste actif n'est pas mis KO, évidemment, au niveau de votre banc, c'est un peu plus compliqué parce que vous êtes limité en place, là où si vous en avez que 2, même si en fin de partie, il y en a un des 2 qui est toujours pas en Gardevoir, ce qui arrive assez régulièrement selon l'agressivité du deck que vous avez en face. Si vous jouez contre un deck très agressif, c'est quasiment sûr à 100% qu'il vous faut 2 Tarsal et 2 Gardevoir le plus rapidement possible, face à des decks où votre adversaire n'a pas les moyens de ramener le Gardevoir, et du coup n'a pas le moyen de le mettre KO, en avoir qu'un seul, ça suffira tout au long de la partie, et le Kirlia ou le Tarsal, peut-être qu'il sera mis KO à un moment, mais si votre Gardevoir n'est pas menacé, vous n'avez pas besoin d'en préparer un autre. Mais il faut faire attention, puisqu'évidemment, votre adversaire connaît la stratégie, hein. On peut pas dire que Gardevoir ça soit un deck rogue, on peut pas dire que Gardevoir ça soit un deck méconnu, donc forcément, votre adversaire, il sait que Gardevoir c'est le moteur de votre équipe.
Donc il faut en être conscient, Gardevoir sera potentiellement au cours de la partie une cible, donc d'avoir un Kirlia, un Tarsal qui est sur le banc, c'est toujours une roue de secours, puisque là vous le voyez, on joue 3 civières nocturnes, j'en avais 4 à la base, mais j'ai préféré inclure une Mega Canne. Pourquoi? Eh bien parce que la Mega Canne va nous permettre, que ça soit via Quencia ou la Faible Ball, de récupérer des Pokémon qui auraient été mis KO, notamment les Hurlequeux, qui est l'attaquant principal. C'est toujours un débat qui est l'attaquant principal dans Gardevoir. Moi je trouve que c'est Hurlequeux. Gardevoir, il va pas tant attaquer que ça, et j'ai même presque envie de dire que Fortissimia va être plus souvent mis à contribution que Gardevoir. Pourquoi? Parce que avec la possibilité de confure le Pokémon, ça peut nous permettre de temporiser en fonction de la partie. Après, c'est vrai que dans un format où le ballon est très présent, la capacité à confure les nids est quand même beaucoup moins forte. Donc ça reste assez difficile de dire est-ce qu'il y a vraiment un autre attaquant. Hurlequeux, il y en a 2, pourquoi? Parce que ça va nous permettre de limiter l'utilisation de la civière nocturne pour le Hurlequeux. Vous savez que la civière nocturne, dans les decks, Gardevoir, c'est très utile pour récupérer les Fortissimia qui pourraient être mis KO, pour récupérer des Tarsal qui seraient mis KO, pour récupérer le Hurlequeux qui sera forcément mis KO, puisque on va le mettre très rapidement sur le poste actif, et souvent il lui restera très peu de PV, donc très facile à mettre KO. Donc, le fait d'en avoir 2 ici, alors déjà, ça nous protège un peu si jamais il y en a un des 2 qui est dans les récompenses. On peut s'assurer d'en avoir un pour attaquer rapidement, parce qu'on va en avoir besoin pour limiter la progression de notre adversaire, pour aller tuer les Dispareptiles, pour aller tuer les Kirlia de notre adversaire si jamais on joue en miroir, enfin bref. Et comme on sait que Shaymin n'est pas encore beaucoup joué, eh bien forcément, la capacité de Hurlequeux à faire des trous énormes dans les défenses de notre adversaire, elle est primordiale. Donc là, on en joue 2, pourquoi? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir limiter nos utilisations de la civière pour les Hurlequeux, et potentiellement, en fin de partie, utiliser la Mega Canne, si jamais on est passé par exemple à Fortissimia, ou si on attaque avec Mew aussi, ce qui peut arriver par exemple face à Lanceurien, eh bien, on aura la capacité de récupérer des Hurlequeux qu'on ira chercher avec Quencia, avec l'effet Blow Ball, ou tout simplement, en piochant. Pourquoi? Parce que le deck, on va avoir tendance à défausser énormément de cartes avec la recherche professorale. On va être très agressif sur ce qu'on appelle le failing, le fait de réduire la taille de notre deck. Pourquoi? Eh bien parce que en fonction de la partie, en fonction de notre adversaire, il y a des outils dont on n'aura plus besoin. Les peppers, très souvent, on va s'en débarrasser si on les a pas utilisés. Pourquoi? Parce qu'on n'en a plus besoin. Avec les recherches et les machines, on est très agressif sur la pioche. On va peut-être se débarrasser du super bonbon si on n'en a plus besoin. Les urnes terrestres, pareil, on va très vite les utiliser pour défausser des énergies psy, ou alors pour récupérer des énergies psy et utiliser l'hyperball, ou alors pour récupérer des énergies sombres, donc obscures, pour les Fortissimia. Donc forcément, les urnes terrestres, les peaux fins, l'effet Blue Ball, c'est des cartes qui ne seront plus dans notre deck, normalement, d'ici le milieu, voire fin de la partie. Donc en fin de partie, généralement, avec Gardevoir, on a très peu de cartes dans notre deck, mais tout simplement parce qu'on va vouloir aller chercher les cartes dont on a besoin, que ça soit au travers de machines si on est en retard au niveau des récompenses, ou avec une recherche professorale en fin de partie très agressive pour aller chercher, par exemple, eh bien, l'urne terrestre qu'il nous faut pour aller chercher une énergie obscure qui nous échappe depuis le début de la partie, ou pour aller utiliser aussi une strat avec le flotte mèche, ou aller chercher un Mélophée pour aller mettre KO un Pokémon Dragon en fin de partie. Enfin bref, vous avez compris la stratégie. Donc un deck très efficace que j'ai testé depuis quelques semaines, avec beaucoup de consistance en début de partie, comme je vous l'ai dit, la stratégie de viser à avoir la capsule évolution et au minimum un Tarsal très rapidement en début de partie, et la capsule de désévolution aussi très forte face à des decks où on n'a pas la capacité de mettre KO, puisque c'est vrai que ça c'est un des inconvénients du deck Gardevoir, c'est la capacité à one-shot des Pokémon, surtout en Revenge Kill, parce que on n'a pas vraiment d'attaquant qui fait une grosse attaque, donc forcément
la capacité d'aller désévoluer, que ça soit des dracs au feu, des gros magots et ainsi de suite, et bien c'est primordial dans la stratégie, donc souvent c'est une carte qu'on va garder pour la fin et l'essayer de l'utiliser au dernier moment, là où on sait que ça va nous permettre de renverser la partie. Donc c'est tout pour mon deck Gardevoir que j'ai joué ce week-end. Je vous mets le résultat en description et je pense que je vous referai une vidéo d'ici quelques jours pour vous parler de mon ressenti sur les tournois. J'espère que ça s'est bien passé pour moi. En tout cas, j'espère que j'irai loin dans ce tournoi. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao.